Aujourd'hui, cela fait 8 jours que l'année a commencé. À ce moment-là, l'enthousiasme est retombé et la réalité est apparue. Et c'est précisément à cet instant qu'il existe une vraie chance de changement. Pas parce que vous auriez tout fait de travers avant, mais parce que maintenant vous commencez à regarder votre propre vie avec plus de clarté. La plupart des gens traversent les années comme on traverse une rue en regardant son téléphone, distrait, pressé, sans vraiment voir le chemin. C'est pour cela que vous ne devez pas considérer 2026 comme un simple nouveau départ. Traversez cette année les yeux ouverts sur votre propre vie. Les vieilles habitudes sont difficiles à abandonner, et quand il n'y a pas de direction claire, elles finissent toujours par gagner. C'est exactement pour cette raison que, dans cette vidéo, je veux vous parler d'une autre façon de faire. Pas dans le discours, mais dans le concret. Il ne s'agit pas de vous mettre plus de pression. Il s'agit d'apprendre à mieux vivre. Des pratiques simples, faciles à appliquer, qui ramènent la présence, la stabilité et la clarté au quotidien. Ce sont de petits choix, presque discrets, mais qui font que l'année se termine d'une manière différente. 2026 peut être une année réellement vécue, avec plus de tranquillité, plus de concentration, plus de respect pour vous-même. Pas parce qu'il existe une promesse certaine que tout ira bien, mais parce que vous saurez mieux faire face à ce qui viendra. Chaque pratique que vous allez découvrir ici ne change pas seulement votre année, elle change la personne que vous devenez pendant que l'année se déroule. Vous arrêtez de réagir au temps. Vous commencez à choisir davantage. Vous ressentez plus d'équilibre, plus de contrôle, plus de sens dans ce que vous faites. Alors n'acceptez plus de passer plus de temps à survivre qu'à vivre. Reprenez le contrôle de votre vie, un jour à la fois, à partir de maintenant. Habitude 1. Écrivez. Si votre esprit est constamment plein, confus, accéléré, il existe une chose simple que vous pouvez faire pour remettre de l'ordre, écrire. Pas pour devenir écrivain, pas pour faire joli, mais pour agir avec plus de clarté. Marc Aurèle faisait cela tous les jours. Peu importe s'il était fatigué, sous pression ou au milieu du chaos. Il écrivait pour aligner son esprit avant d'affronter le monde. C'était comme aiguiser la lame avant d'entrer dans la bataille. La plupart des gens essaient de tout résoudre à l'intérieur de leur tête. Le problème, c'est qu'un esprit saturé fonctionne comme une pièce sombre. Vous trébuchez toujours sur les mêmes choses parce que vous ne voyez pas clairement. Écrire allume la lumière. Ce qui était mélangé se sépare. Ce qui semblait immense rétrécit. Ce qui était une impulsion devient un choix. Quand vous écrivez, quelque chose change immédiatement. L'anxiété baisse, le corps se détend, la réaction automatique perd de sa force. C'est comme enlever un poids d'un sac à dos dont vous n'aviez même pas conscience. Vous commencez à mieux penser parce que vous cessez de courir après vos propres pensées. Et ne compliquez pas, un simple carnet suffit. Quelques lignes fonctionnent déjà. Écrivez ce qui vous a dérangé dans la journée, ce qui vous a fait perdre l'équilibre, où vous avez perdu le contrôle, ou ce que vous auriez pu faire mieux. La page devient un lieu sûr pour déposer l'excès avant qu'il n'explose en mauvaise décision. Les stoïciens le savaient. Ils comprenaient qu'un esprit désorganisé vit en mode réaction. Quand vous écrivez, vous créez un intervalle entre le stimulus et la réponse, et dans ce petit espace naît la maîtrise de soi. Ce n'est pas de la magie, c'est une méthode. Celui qui écrit régulièrement commence à mieux se connaître. Il remarque des schémas, identifie des déclencheurs, apprend de ses propres erreurs, et cela crée quelque chose de puissant, la confiance, parce que vous cessez d'être prisonnier de l'impulsion et commencez à agir avec intention. Et comme l'a dit Anne Frank, le papier est plus patient que les gens. Vous n'aurez pas toujours quelqu'un pour vous écouter vraiment, quelqu'un qui ait le temps, la disponibilité ou la maturité pour comprendre tout ce que vous ressentez. Souvent, quand vous essayez d'expliquer, vous êtes interrompu, critiqué ou mal compris. Sur le papier, cela n'arrive pas. Quand vous écrivez, vous n'avez pas besoin de vous défendre, pas besoin de convaincre, pas besoin d'organiser vos mots pour paraître fort. Vous pouvez être honnête, vous pouvez être confus, vous pouvez être incomplet. Et c'est précisément là que la clarté commence à émerger. Si vous voulez commencer 2026 autrement, commencez simplement. Réservez 5 minutes par jour. N'attendez pas l'envie, n'attendez pas le silence parfait. Écrivez même sans inspiration, parce que la clarté vient après l'action, pas avant. Et voici l'engagement pratique. Si cette habitude a du sens pour vous, écrivez dans les commentaires « J'écris tous les jours ». Pas comme une promesse, mais comme une méthode pour mieux penser et agir avec plus de clarté. Habitude 2.
Faites un peu chaque jour. Personne ne change de vie de manière magique ou immédiate. Vous ne devenez pas une autre personne simplement parce que l'année a changé, parce que vous avez fait une promesse ou ressenti un pic d'adrénaline. Le vrai changement demande des efforts. Il prend du temps. Les épiphanies sont surestimées. Les transformations véritables sont rares et quand elles arrivent, elles sont presque toujours silencieuses et progressives. Les stoïciens comprenaient cela très clairement. Zénon, fondateur du stoïcisme, disait « Le bien-être se conquiert peu à peu, mais ce n'est pas une petite chose. Grandir, ce n'est pas faire un bond, c'est faire des pas. Petits, répétés, constants. La plupart des gens se trompent parce qu'ils veulent tout faire en même temps. Ils veulent changer le corps, l'esprit, le compte bancaire, les relations, la routine et toute la vie en quelques jours. Ils commencent motivés, s'exigent trop, se fatiguent vite et abandonnent. Non pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils ont essayé de grandir trop vite. Pensez à un arbre. Aussi grand soit-il aujourd'hui, tout a commencé par une graine. Vous pouvez planter, arroser, prendre soin, même souhaiter qu'il touche le ciel, mais il n'existe pas de raccourci. Il existe le temps. Si vous essayez de le tirer pour qu'il pousse plus vite, il se casse. Le progrès fonctionne autrement. Il arrive quand vous êtes présent chaque jour. Quand vous faites un peu même sans envie. Quand vous améliorez un détail aujourd'hui et un autre demain. C'est comme pousser un objet lourd. Au début, il bouge à peine, mais une fois lancé, il devient beaucoup plus facile de continuer. Faire un peu chaque jour crée quelque chose de puissant, la constance. Vous n'avez pas besoin de faire parfaitement. Vous n'avez pas besoin d'être le meilleur. Vous devez faire. Vous asseoir, commencer, exécuter. Même si c'est peu, même si c'est imparfait. La répétition vaut plus que l'intensité. Sénèque parlait de cela dans ses lettres. Il disait que chaque jour, nous devrions acquérir quelque chose qui nous renforce contre la pauvreté, contre la peur, contre l'infortune. Par exemple, quand vous apprenez à dire non à une promotion, à un bon de réduction, même en ayant envie de dépenser, vous entraînez votre résistance à la pauvreté. Parce que la pauvreté ne commence pas quand l'argent disparaît, elle commence quand vous perdez le contrôle sur lui. Quand vous apprenez à vous retenir aujourd'hui, vous cessez de dépendre de la chance demain. Quand vous ressentez la peur à l'intérieur et que malgré cela vous avancez, vous entraînez votre résistance à la peur. Parce que la peur ne commande que tant que vous obéissez. Chaque fois que vous agissez malgré elle, elle perd un peu de la force qu'elle avait sur vous. Et quand quelque chose se passe mal, et qu'au lieu de vous plaindre, de paniquer ou de vous victimiser, vous vous réorganisez et continuez, vous entraînez votre résistance à l'infortune. Parce que les problèmes ne brisent pas ceux qui tombent, ils brisent ceux qui ne savent pas se relever. Apprendre à se recomposer rapidement change tout. Une idée, un apprentissage, un ajustement de posture, quelque chose de petit, mais conscient. Une chose par jour. Maintenant, réfléchissez avec moi. Si vous appreniez une seule chose utile par jour, où seriez-vous dans 12 mois, dans 365 jours, et si vous gardiez ce rythme pendant des années, qu'arriverait-il? Ce qui semble petit aujourd'hui s'accumule de manière impressionnante avec le temps. Une amélioration quotidienne s'appuie sur la suivante. Une habitude soutient la suivante. Cela n'a pas besoin d'être grand. Cela peut être une page lue, un entraînement court, une tâche faite sans procrastiner, une erreur corrigée, une limite respectée, une respiration profonde avant de répondre avec agressivité. Même une amélioration par mois changerait déjà beaucoup de choses. Mais quand vous faites un peu chaque jour, l'effet se multiplie. Les grandes choses naissent presque toujours de débuts modestes. Un livre, une entreprise, un corps fort, un esprit stable. Rien de tout cela n'apparaît à partir de rien. Cela naît de la présence, de la constance et de la patience. Lente et constant n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Alors adoptez cette règle simple. Arrêtez de chercher de grands tournants. Commencez à être présent tous les jours. Faites un peu, améliorez un peu, avancez un peu, parce qu'au final, ce n'est pas le jour isolé qui change votre vie, c'est l'accumulation silencieuse des petites décisions prises avec discipline. Et voici l'engagement pratique. Si cette habitude a du sens pour vous, écrivez dans les commentaires un peu tous les jours. Pas pour les jours parfaits, mais pour les jours normaux, quand rien n'aide. Parce que c'est ainsi que l'on construit quelque chose de réel.
Celui qui respecte le processus construit des résultats qui durent. Habitude 3. Réveille-toi tôt. Je sais, tu es fatigué. Il se passe beaucoup de choses. Dormir 5 minutes de plus est confortable. Mais il existe une habitude simple qui change complètement la façon dont tu entres dans ta journée. Se lever tôt, pas pour souffrir, mais pour reprendre le contrôle. Marc Aurèle en parlait avec clarté. Il disait qu'au lever du jour, quand l'envie de rester au lit apparaît, tu dois te rappeler quelque chose de fondamental. Tu n'es pas né pour te cacher sous les couvertures, tu es né pour agir. C'est la différence entre commencer la journée en réagissant ou commencer la journée en décidant. La plupart des gens se réveillent en retard. Ils se lèvent déjà en courant sur le téléphone, à regarder des stories au hasard pour se réveiller, à régler les problèmes des autres, à entrer dans la journée avec l'esprit en désordre. C'est comme commencer une course en trébuchant. Se lever tôt change cela, tu gagnes de l'espace, tu gagnes du silence, tu gagnes du temps pour toi avant que le monde ne commence à tirer dans tous les sens. Il y a quelque chose de particulier dans les premières heures du matin. Tout est encore calme, les demandes ne sont pas encore arrivées. Les notifications n'ont pas encore pris le contrôle de ton attention. C'est le seul moment de la journée où la vie ne t'a encore rien demandé. Et c'est précisément à ce moment-là que tu dois te lever. Se lever tôt, ce n'est pas une question de productivité toxique. C'est une question d'intention. C'est envoyer un message clair à toi-même. Je ne vis pas en mode automatique. Je ne commence pas la journée en éteignant des incendies. Je commence la journée en choisissant. Si tu as du mal à te lever tôt, le problème n'est pas la volonté, c'est la routine. Mieux dormir fait partie de la discipline. Aller se coucher à la bonne heure est aussi une forme d'autocontrôle. On ne peut pas exiger de la concentration le matin en vivant dans le chaos le soir. Et cela ne signifie pas tout faire. Cela signifie faire l'essentiel. Un peu de silence, un peu de mouvement, quelques minutes de lecture ou d'écriture. C'est comme aligner le volant avant de prendre la route. Quand tu te lèves tôt, tu commences la journée avec calme. Et celui qui commence avec calme décide mieux. Il réagit moins, se perd moins. Pas parce que la journée devient facile, mais parce que tu y entres préparé. Si tu veux changer ta vie en 2026, ne commence pas en essayant de tout changer. Commence par changer la façon dont tu entres dans chaque journée. Lève-toi un peu plus tôt. Crée cet espace. Protège ce moment. Parce que celui qui maîtrise le matin commence à maîtriser sa propre routine. Et voici l'engagement pratique. Si cette habitude a du sens pour toi, écris dans les commentaires « Je commence ma journée avec intention ». Pas comme une belle phrase, mais comme un rappel quotidien que ta vie ne commence pas quand le monde t'appelle, elle commence quand tu décides de te lever. Habitude 4. Fais ce qui est difficile. Si quelque chose est difficile, c'est généralement précisément pour cela que cela en vaut la peine. La plupart des gens fuient l'inconfort en permanence et ensuite se demandent pourquoi ils ne grandissent pas, ne mûrissent pas, ne développent pas de force intérieure. Les stoïciens le savaient. Ils ne traitaient pas le corps avec un confort excessif. Ils le traitaient avec une rigueur consciente. Sénèque disait que le corps doit être entraîné pour ne pas devenir désobéissant à l'esprit. Quand le corps commande, l'esprit obéit. Quand l'esprit commande, la vie avance. Faire des choses difficiles est un entraînement émotionnel, un entraînement mental, un entraînement du caractère. Ce n'est pas une question de souffrance gratuite, c'est une question de résistance. C'est comme renforcer un muscle. S'il n'y a pas de charge, il n'y a pas de croissance. Se lever plus tôt que ce que tu voudrais, tenir un engagement même sans envie, faire ce qui doit être fait quand personne ne regarde, affronter les tâches que tu as l'habitude de repousser. Ces petites difficultés construisent quelque chose de grand, la confiance en toi. Quand tu te prouves, à chaque fois, que tu es capable de faire ce qui est difficile, quelque chose change à l'intérieur. Tu doutes moins. Tu te sabotes moins. Tu fuis moins. Tu commences à te voir comme quelqu'un de fiable. Et tu n'as pas besoin de commencer par quelque chose d'irréaliste. Commence par choisir des inconforts volontaires. Boire plus d'eau aujourd'hui. Faire un entraînement quand le corps réclame du repos. Avoir une conversation difficile que tu évites depuis longtemps. Tenir un engagement même sans motivation. Chaque choix difficile est un vote en faveur de la personne que tu es en train de devenir. Les stoïciens recherchèrent les défis parce qu'ils savaient qu'une vie trop facile affaiblit l'esprit. Une vie sans résistance génère impulsivité, paresse et fuite.
Une vie avec des défis conscients génère de la solidité. Tu ne grandis pas quand tout est confortable, tu grandis quand tu te maintiens dans l'inconfort. Et voici le point central. Faire des choses difficiles aujourd'hui rend la vie plus légère demain, parce que tu deviens plus capable, plus solide, plus préparé. Les problèmes ne disparaissent pas, mais tu apprends à mieux les gérer. Et réfléchis avec moi. Cette déception qui a fait mal ne t'a-t-elle pas appris à mieux analyser le caractère des gens avant de faire aveuglément confiance? Cette période financière serrée ne t'a-t-elle pas obligé à mieux organiser tes dépenses, à arrêter de vivre dans l'improvisation? Cette période où tu as dû tenir seul ne t'a-t-elle pas montré que tu es plus fort que tu ne l'imaginais? Le poids était là, mais c'est la phase difficile qui t'a rendu plus fort pour le porter. C'est pour cela que fuir le difficile ne te protège pas, cela t'affaiblit. La croissance ne vient jamais du confort, elle vient du choix conscient d'affronter. Alors, choisis quelque chose de difficile à faire, quelque chose qui exige de la discipline, quelque chose qui te sorte de l'automatique, quelque chose qui t'oblige à agir en adulte et non en otage de l'impulsion. Pas pour te punir, mais pour te renforcer. Aujourd'hui, décide et répète-toi. Je fais ce qui doit être fait. Mais ne laisse pas cela être seulement une déclaration dans un moment d'enthousiasme. Transforme-le en action quotidienne. Parce que celui qui fuit le difficile vit bloqué, et celui qui affronte le difficile construit une vie capable de supporter le poids de la réalité. Habitude 5. La tranquillité est le véritable luxe. Il y a quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent que trop tard. La tranquillité n'est pas un luxe, c'est une base. Sans elle, aucune réussite ne tient. Tu peux gagner plus d'argent, évoluer professionnellement, être reconnu. Mais si l'esprit vit agité, irrité, en état d'alerte permanent, tout devient un poids. C'est comme courir avec un caillou dans la chaussure. Tu avances, mais jamais en paix. Les stoïciens comprenaient cela avec clarté. Pour eux, la tranquillité n'était pas l'absence de problèmes, c'était la maîtrise intérieure. Épictète enseignait que le véritable dommage ne vient pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de la façon dont tu réagis à l'intérieur. Quand tu perds la tranquillité, tu remets le volant de ta vie à n'importe quelle situation extérieure. Pense au rythme que nous vivons aujourd'hui. Des notifications en permanence, de la précipitation pour tout, des disputes inutiles, des comparaisons constantes, les opinions des autres qui entrent dans ta tête sans demander la permission. Peu à peu, tout cela ronge ton calme. Pas d'un coup, mais par petites doses quotidiennes. C'est comme une fuite lente. Quand tu t'en rends compte, tu es déjà inondé et épuisé. La tranquillité ne naît pas par hasard. Elle se construit. Et bien souvent, elle se protège par des décisions difficiles. Dire non. Quitter des environnements qui drainent ton énergie. Limiter le temps et l'accès à ta vie de ceux qui ne font que te vider. Arrêter de tout discuter. Choisir le silence quand l'ego réclame une réponse. Parce que la vérité est que toutes les batailles ne méritent pas ton énergie. Et toutes les opinions ne méritent pas ton attention. Et, quand ta conscience comprend cela, le silence devient ta meilleure réponse. Musonius Rufus, l'un des grands maîtres stoïciens, disait qu'une bonne vie exige la simplicité des habitudes et la fermeté du caractère. Plus il y a d'excès, plus il y a de bruit. Plus il y a de bruit, moins il y a de paix. Un esprit tranquille naît quand tu arrêtes de vivre en réaction et que tu commences à vivre par choix. Regarde des exemples simples. Tu n'as pas besoin de répondre aux messages immédiatement. Tu n'as pas besoin de prouver que tu as raison dans chaque conversation. Tu n'as pas besoin de porter des problèmes qui ne sont pas les tiens. Tu n'as pas besoin de transformer chaque chose en urgence. La tranquillité commence quand tu arrêtes de traiter tout comme si c'était une urgence. Quand tu protèges ton calme, tes décisions s'améliorent. Tu parles moins, mais tu parles mieux. Tu réagis moins, mais tu agis avec plus de précision. Tu travailles avec plus de concentration. Tu te relates aux autres avec plus de clarté. La tranquillité aiguise le jugement, tandis que la précipitation le sabote. Cela ne signifie pas fuir la réalité. Cela signifie l'affronter avec posture. Le stoïcien n'est pas quelqu'un de froid, c'est quelqu'un de stable. Quelqu'un qui ressent mais qui ne se laisse pas emporter. Quelqu'un qui traverse des jours difficiles sans perdre son axe. C'est comme un bateau bien ancré. La mer peut s'agiter, mais il ne chavire pas. Et voici un point important.
La tranquillité a un coût avant de créer de la valeur. Parfois, tu paraîtras distant. D'autres fois, tu déplairas. Tu cesseras de participer à certains jeux sociaux. Tu renonceras à certains stimuli. Mais le coût de perdre la paix est toujours plus élevé que l'inconfort de la protéger. Si tu veux grandir en 2026, traite ta tranquillité comme un patrimoine. Prends soin de ce qui entre dans ton esprit, de ce que tu consommes, des conversations que tu entretiens, du rythme que tu t'imposes. Moins de bruit, plus de discernement. Moins de réaction, plus de présence. Et voici l'exercice pratique. Observe tout au long de la journée ce qui vole ta tranquillité. Les personnes, les habitudes, les horaires, les publications, les excès. Ensuite, fais un petit ajustement, mais conscient. Parce que la tranquillité ne naît pas de grands changements, elle naît de choix répétés. Retenez cette phrase. Je protège ma tranquillité. Lis-la. Répète-la chaque jour. Laisse-la devenir ton mantra quotidien. Parce que tout dans la vie s'améliore quand l'esprit est en paix, et rien ne compense le fait de vivre en guerre contre soi-même. Habitude 6. Tu reçois ce que tu offres. Il existe une force silencieuse que beaucoup de gens sous-estiment, la gentillesse. Pas comme une faiblesse, pas comme une soumission, mais comme une posture consciente. Dans un monde accéléré, irrité et défensif, être gentil est un choix actif. C'est comme baisser le ton de toute une pièce sans élever la voix. Les stoïciens comprenaient très bien cela. Marc Aurèle rappelait que l'être humain est né pour coopérer, pas pour vivre en guerre constante. Quand tu agis avec gentillesse, tu n'essaies pas de plaire. Tu choisis de ne pas répandre plus de tensions qu'il n'en existe déjà. Observe la majorité des relations aujourd'hui. Une réponse sèche en provoque une autre. Pire, un regard dur crée de la résistance. Un mot mal placé ferme des portes qui pourraient rester ouvertes. La grossièreté se multiplie vite, mais la gentillesse aussi. La gentillesse n'est pas être d'accord avec tout. Ce n'est pas accepter le manque de respect. C'est savoir se positionner sans humilier. Dire non sans blesser. Corriger sans écraser. De la fermeté avec de l'humanité. Sénèque disait que rien n'est plus puissant qu'un esprit calme allié à un cœur juste. Quand tu choisis la gentillesse, tu préserves ta tranquillité et, en même temps, tu influences l'environnement autour de toi. Les conversations deviennent moins défensives. Les conflits perdent en intensité. Les relations gagnent de l'espace pour mûrir. Pense à quelque chose de courant. Tu arrives pour résoudre quelque chose de simple et tu es accueilli avec impatience. La personne répond mal, sèchement, comme si elle attendait une plainte. Ou c'est un collègue nerveux qui se trompe et se met déjà sur la défensive, attendant la critique. Normalement, la réaction est de répondre sur le même ton, d'être sarcastique et d'augmenter la tension. Mais quand tu choisis de répondre avec calme et respect, quelque chose change immédiatement. L'atmosphère redescend, l'autre personne se désarme et le problème cesse de grossir. C'est comme le feu. Si tu jettes du bois, il grandit. Si tu arrêtes de l'alimenter, il s'éteint. La gentillesse, ici, n'est pas une faiblesse. C'est interrompre l'incendie avant qu'il ne se propage. La gentillesse, c'est aussi savoir écouter sans préparer la réponse pendant que l'autre parle. Ne pas ironiser, ne pas rabaisser, ne pas être en compétition permanente. Au lieu de vouloir gagner des discussions, tu commences à construire de la compréhension. Et cela économise quelque chose de précieux, l'énergie mentale. Celui qui pratique la gentillesse avec constance remarque quelque chose d'important. La vie devient moins lourde. Pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que tu arrêtes de créer des problèmes supplémentaires. Tu choisis de ne pas transformer chaque interaction en bataille. Les stoïciens enseignaient que nous ne contrôlons pas le comportement des autres, mais que nous contrôlons notre réponse. La gentillesse est l'une de ces réponses possibles. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la maîtrise. C'est agir en accord avec la personne que tu as décidé d'être, et non avec l'humeur du moment. Et il y a un autre point important. La gentillesse revient. Pas toujours de la même personne, pas au même moment, mais elle revient. Il existe une histoire simple qui explique cela mieux que n'importe quelle théorie. Un père marche avec son fils sur une montagne. À un certain moment, le garçon crie, et la montagne lui renvoie le cri. Alors il insulte, crie avec colère, et la montagne répond sur le même ton, avec la même agressivité. Effrayé, il demande à son père pourquoi cela se produit. Le père lui dit alors « Crie quelque chose de différent ».
Le garçon crie un mot gentil et la montagne lui renvoie de la gentillesse. Le père explique que ce n'est ni de la magie, ni une coïncidence, c'est une loi naturelle. Le monde répond au ton que tu utilises avec lui. Il en va de même dans la vie. Quand tu répands de l'agressivité, tu reçois de la résistance. Quand tu agis avec respect, tu crées de la coopération. Quand tu choisis la gentillesse, tu construis des ponts invisibles. Tu ne fais pas face seulement à des personnes, tu fais face à une loi fondamentale de la réalité. La cause et l'effet dans les relations humaines, ce que tu émets, revient. C'est pour cela que les environnements changent quand ta posture change. Que des chemins s'ouvrent quand tu cesses d'avancer en étant constamment sur la défensive. C'est pour cela que la gentillesse n'est pas un détail de caractère, c'est une stratégie de vie. Elle définit qui reste à tes côtés, qui coopère, qui respecte, qui écoute. Pas parce que tu l'as demandé, mais parce que tu as créé cet espace. Tu récoltes de meilleurs environnements quand tu sèmes de meilleures attitudes, non par naïveté, mais par intelligence émotionnelle. Si tu veux vivre avec plus de légèreté, commence petit, mais commence consciemment. Traite bien ceux qui n'ont aucune obligation de bien te traiter. Sois poli quand il serait facile d'être rude. Choisis de meilleurs mots quand l'impulsion réclame l'attaque. Chaque geste de gentillesse est un frein au chaos et un investissement silencieux dans ton avenir. Et voici l'engagement pratique. Si ça a du sens pour toi, écris dans les commentaires. Je choisis d'agir avec respect. Choisis cela comme un nouveau positionnement face à la vie, non comme une règle morale, mais comme la stratégie de quelqu'un qui a compris le jeu. Au final, le monde ne répond pas à la force de celui qui crie le plus fort, il répond à la fermeté de celui qui n'a pas besoin de crier. Et la gentillesse, c'est exactement cela. La tranquillité de quelqu'un qui est si sûr de lui qu'il n'a pas besoin de blesser qui que ce soit pour s'affirmer. Habitude 7. Prends ton temps au sérieux. Arrête-toi un instant et sois honnête. L'année dernière est passée vite, très vite. Tu as fait des plans, tu as promis des changements, tu t'es dit « l'année prochaine, je ferai autrement ». Et quand tu t'en es rendu compte, c'était fini. Le temps a été dépensé. Il ne revient pas. C'est le point que presque personne n'affronte vraiment. Le temps ne prévient pas. Il n'attend pas. Il passe pendant que tu repousses, pendant que tu te prépares, pendant que tu dis « plus tard ». Les anciens le savaient. Sénèque était direct. La vie n'est pas quelque chose que l'on perd seulement à la fin. Elle se perd tous les jours. Chaque jour qui se termine est une part de la vie qui ne revient pas. Les 12 derniers mois sont déjà partis. Pour toujours. Cela peut sembler étrange, cela peut paraître lourd, mais ce n'est pas une réflexion morbide, c'est une pratique libératrice. Les stoïciens appelaient cela le memento mori, se souvenir de la mort pour apprendre à mieux vivre. Pas pour avoir peur, mais pour se réveiller. Marc Aurèle disait « Tu peux quitter la vie à l'instant même, que cela détermine ce que tu fais, dis et penses ». Cette phrase n'est pas une invitation au désespoir, c'est une invitation à la responsabilité. Quand tu comprends vraiment que ton temps est limité, tu arrêtes de le gaspiller avec ce qui n'a pas d'importance. Tu commences à voir combien de temps tu passes dans des discussions vides, dans des tâches sans sens, dans des distractions qui ne te mènent nulle part. Combien d'heures sont offertes à des inquiétudes qui ne changent rien? Combien de temps est investi à plaire aux autres, à maintenir des apparences, à soutenir des routines qui n'ont plus de sens? Se souvenir de la mort change cela. Elle t'aide à dire non. Elle t'aide à prioriser. Elle t'oblige à mieux choisir où tu mets ton énergie. Quand le temps devient clair, le superflu perd de sa force. Les opportunités continuent d'apparaître. Les distractions continuent d'appeler. Il y aura toujours quelque chose qui semble urgent, quelque chose qui semble important, quelque chose qui promet une récompense rapide. Mais quand tu te rappelles que ton temps est fini, il devient plus facile de te concentrer sur ce qui compte vraiment. Il devient plus facile d'investir dans ce qui construit et non dans ce qui occupe seulement. Sénèque disait quelque chose de simple et de dur. Nous protégeons notre maison, notre argent, nos biens, mais nous sommes négligents avec le temps. Nous agissons comme s'il était infini. Et il ne l'est pas. La vie n'est pas courte par nature, elle devient courte parce que nous en gaspillons une grande partie. Cette habitude sert à cela, à te rendre le bon sens de l'urgence. Pas la précipitation anxieuse, mais la clarté mûre. La conscience que trop repousser coûte cher. Que remettre la vie à plus tard est un pari risqué.
Ce souvenir de la mort ne te paralyse pas. Cela te met en mouvement. Cela te rappelle de faire les changements nécessaires maintenant, de dire ce qui doit être dit, d'ajuster la direction tant qu'il y a encore du temps, de vivre de façon plus intentionnelle, plus présente, plus alignée avec ce qui compte vraiment pour toi. Alors pratique cela, tous les jours, ne serait-ce que quelques secondes. Rappelle-toi que ton temps est limité. Utilise ce rappel comme un filtre. Si c'était l'une de mes dernières années, est-ce que je dépenserais encore mon temps ainsi? Cette habitude ferme le cycle parce qu'elle donne du poids à toutes les autres. Quand tu comprends que le temps ne revient pas, tu écris avec plus d'honnêteté, tu fais face aux difficiles avec plus de courage, tu organises mieux ta vie et tu agis avec plus de conscience. Souviens-toi de la mort pour ne pas gaspiller la vie, parce que le temps passe de toute façon. La différence, c'est de savoir si tu vas simplement le laisser partir ou si tu vas utiliser chaque part de ce temps avec intention. Si cela t'a aidé à voir les choses avec plus de clarté, reste ici. Laisse ton like, abonne-toi à la chaîne et écris dans les commentaires ce qui a le plus résonné pour toi. Cet espace existe pour celles et ceux qui veulent grandir avec conscience. Merci d'avoir regardé.